Israël aujourd'hui se bat avec les mains liées derrière le dos. Eh oui. C'est tout simplement le constat d'un dictat américain qui empêche Israël d'agir dans la région de Daria, par exemple, au sud de Beyrouth, dans la Bekaa, dans la vallée de la Bekaa, au nord du Liban, où sont les vraies positions du Hezbollah. Et ce qui fait qu'Israël est empêché par un accord, je dirais, tacite ou imposé par Donald Trump d'agir dans ces régions-là. L'armée est en train de payer le prix. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ancien officier supérieur des renseignements militaires, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Avec vous, je voudrais qu'on se focalise à nouveau, malheureusement, sur la situation au sud Liban. La mort de 2 soldats israéliens en fin de semaine dernière. 2 soldats israéliens, l'un qui a été tué par une roquette tirée par le Hezbollah, l'autre par ces fameux drones explosifs qui causent véritablement beaucoup de dégâts, malheureusement, humains, y compris dans l'armée israélienne. Alors, la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a véritablement un moyen de faire face alors qu'on avait le sentiment que cette zone de sécurité que l'armée israélienne a conquis au cours des dernières semaines, eh bien, garantissait une certaine sérénité pour les habitants du Nord, ce n'est pas véritablement le cas. Non, ce n'est pas le cas parce que Israël aujourd'hui se bat avec les mains liées derrière le dos. Eh oui. C'est tout simplement le constat d'un dictat américain qui empêche Israël d'agir au-delà dans la région de Daria, par exemple, au sud de Beyrouth, dans la Bekaa, dans la vallée de la Bekaa, au nord du Liban, où sont les vraies positions du Hezbollah. Et de là, je dirais, c'est non seulement ses positions, mais je dirais son déploiement, sa logistique, tout cela se trouve au-delà des lignes actuelles, et ce qui fait qu'Israël est empêché par un accord, je dirais, tacite ou imposé par Donald Trump d'agir dans ces régions-là, et c'est dommage. Nous avons un gouvernement qui a accepté ce dictat-là, et ce qui fait que l'armée est en train de payer le prix, et c'est un prix très élevé, parce qu'il y a moyen de s'opposer au Hezbollah, il y a moyen d'agir contre le Hezbollah, mais pour l'instant, par décision politique, ça ne se fait pas. C'est le paradoxe, on va dire, le comble de l'absurde, d'une certaine manière, puisque les Américains, Marco Rubio, ont annoncé la prolongation hier d'un cessez-le-feu de 45 jours, alors qu'il n'y a pas véritablement de cessez-le-feu. On joue dans une arène de l'absurde. Oui, voilà, il faut faire aussi attention à l'emploi des mots, la sémantique. On parle d'une prolongation, on ne parle pas d'un arrêt définitif, d'un cessez-le-feu définitif. Ce que les Libanais voulaient naturellement, c'est déclarer un cessez-le-feu continu et final. Alors qu'Israël dit que non, il faut continuer, je dirais, les actions martiales sous le couvert d'un cessez-le-feu, au cas naturellement où les troupes israéliennes seraient confrontées à une menace. Ce n'est pas assez naturellement, mais je dirais, l'emploi de cette sémantique est important du côté israélien parce qu'elle empêche le gouvernement libanais de créer une situation où il peut prouver au Hezbollah que lui seul, sans même avoir tiré un coup de feu contre Israël, a réussi à imposer à Israël un cessez-le-feu qui dure maintenant qui est depuis le 2 avril, le 2 mars, et puis qui va continuer encore 45 jours devant. Alors, vous nous disiez qu'il y a un moyen de lutter contre le Hezbollah, de lutter efficacement. Quel est ce moyen que l'on n'a pas encore utilisé dans Tsahal pour venir à bout du Hezbollah ? Alors écoutez, si jamais il y a un drone qui arrive et qui attaque une unité israélienne, eh bien la réponse doit être un immeuble à Beyrouth. Un immeuble à Beyrouth, une position, un dépôt d'armes dans la Bekaa, un camp d'instruction au nord du Liban. Cette sorte de réplique, naturellement, pourrait naturellement agir et convaincre le Hezbollah qu'il qu'il ne devrait pas se tâter le pouls des Israéliens parce qu'il arriverait finalement à les pousser à des extrêmes comme cela s'est fait en septembre 24. Mais finalement, le fait de maintenir cette courroie de discussion entre Israël et le Liban, ces négociations à Washington sous l'égide du département d'État, c'était pas peut-être pas un moyen pour Israël de dire
le moment venu, peut-être qu'on aura déjà enclenché une discussion, la voie diplomatique, et qu'on pourra peut-être parvenir à voir peut-être ce que souhaitait Donald Trump il y a 2 mois, une rencontre entre Joseph Aoun et le Premier ministre israélien à la Maison-Blanche, qui pourrait véritablement peut-être sceller une sorte de réconciliation ou d'accord de non-belligérance entre les deux pays? Daniel, vous rêvez? Non seulement vous rêvez, je vous rappelle une phrase que mon ancien prof de français qui disait, quand les poules auront des dents Oui. et que les vaches pondront des œufs. Oui. C'est la situation avec les Libanais. Les Libanais n'ont aucune intention de normaliser leurs relations avec Israël parce qu'ils savent que n'importe quelle avance dans ce domaine-là va créer une crise domestique au Liban qui pourrait naturellement pousser le Liban à éclater dans une nouvelle guerre civile qu'il veut éviter à tout prix. Ce qui se fait maintenant, actuellement, c'est, comment dire, c'est un blanchiment des déclarations. C'est tout ça. Israël a un agenda, a présenté un agenda. Les Libanais ont présenté un agenda. Je dirais, si ce n'étaient les Américains qui étaient interposés entre la délégation israélienne et la délégation libanaise, eh bien, ce serait échangé des chaises et retourner des tables. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises et les Américains sont intervenus pour calmer le jeu. Donc, pour l'instant, les positions sont assez opposées et impossible à déclarer un pontage entre ces positions-là. Israël demande par exemple que le Liban annule la loi qui interdit les contacts directs avec Israël, que le Liban respecte la loi que le gouvernement libanais a votée concernant le Hezbollah étant hors la loi. Donc la deuxième fois. Troisièmement, les Israéliens parlent avec les Américains de créer une brigade spéciale et qui n'aurait aucun lien avec le Hezbollah pour imposer la loi au sud Liban et finalement créer un système de coordination avec l'armée libanaise et naturellement de voir comment le Liban réussira à désarmer le Hezbollah. Et que disent les Libanais? Le Hezbollah, désarmer le Hezbollah? Alors, ce n'est pas votre affaire à vous, c'est une affaire domestique libanaise, vous n'avez rien à faire avec ça, ne vous mêlez pas de ça. Ah non, on ne se mêle pas de ça parce que le Hezbollah, entre-temps, est en train non pas d'envoyer des drones contre Israël, il est en train d'envoyer des drones contre le palais présidentiel libanais. Donc on est dans une impasse totale, on est dans un imbroglio, il n'y a pas de solution véritable autre que l'utilisation de la force pour Israël de maintenir une forme de dissuasion face au Hezbollah. Écoutez, c'est l'absurde même. Nous sommes en train je dirais, de parler avec le gouvernement libanais qui n'a aucune autorité sur le Hezbollah, que le Hezbollah déclare ouvertement et clairement qu'il n'a aucune intention d'arrêter son jeu contre Israël, sa confrontation entre Israël. Eh bien, on le verra dans les 24 heures qui suivent. Parce que selon les informations qui viennent du Liban, le Hezbollah aurait été sollicité par Nabi Berri, le chef du mouvement Hamas, d'arrêter le feu contre les positions israéliennes et naturellement en contrepartie, Israël arrêterait elle aussi ses actions contre le Hezbollah. Si cela s'établit, eh bien, ça serait, je dirais, une première parce que le Hezbollah accepterait le fait qu'Israël domine 68 villages chiites du Sud-Liban. Ce qui est incroyable, ce n'est pas son DNA. Il est là pour combattre Israël et ensuite pour simplement s'imposer comme la principale force politique au Liban. Alors, cela nous amène, cette manière d'envisager l'avenir, ça nous amène aussi à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Un mot là-dessus, avec l'élimination d'Azedine El-Haddad, Israël reprend d'une certaine manière l'élimination de hauts dirigeants du Hamas, et c'est un dirigeant important parce on veut dire... c'est probablement le dirigeant dominant, dites-moi si je me trompe, depuis Yahya Sinwar. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça porte un coup dur au Hamas, ou le Hamas va, comme le dit ce matin le docteur Milstein, il dit à chaque fois, il y a toujours, c'est-à-dire, ça nous ramène de nouveaux dirigeants qui sont parfois plus malins que les précédents. Oui, tout à fait. Alors, je dirais ces éliminations finalement n'ont pas servi à arrêter la guerre entre nous et le Hezbollah, n'ont pas amené le Hezbollah à demander l'arrêt total des hostilités, n'ont pas amené le Hamas à lever un drapeau blanc.
Ces organisations, Hamas, Hezbollah, l'Iran, on le voit, ce sont comme des hydres avec des têtes qui repoussent chaque fois que des têtes sont décapitées. Donc, naturellement, c'est une punition sévère et qui prouve, je dirais, la pertinence des services de renseignement israéliens, mais sur le champ, il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de céder. Le Hamas est là. Il va continuer à se battre contre Israël jusqu'au dernier. Ça sera la même chose avec Oui, le Hezbollah. mais le Hamas, si on revient sur le terrain, et c'est important le terrain pour des organisations comme le Hamas ou le Hezbollah. Le Hamas est toujours maître de la bande de Gaza. Non, il est pas maître de l'ensemble de la bande de Gaza, il est maître de 40% de la bande de Gaza. Même 40%, c'est déjà suffisant. Il a les mêmes effectifs qu'il avait avant la guerre il y a 2 ans et demi. Nous sommes là. Il s'est réorganisé, il s'est renforcé et de nouveau, il est sur le terrain. Et si jamais nous, on va essayer de l'évincer, eh bien ça va nous coûter très cher. C'est dommage, mais simplement on aurait dû faire ça depuis longtemps. Eh bien, on le comprend, la situation est une situation complexe, c'est difficile de venir à bout, surtout comme le disait Benjamin Netanyahou, à victoire totale sur le Hezbollah ou sur le Hamas. C'est peu probable que ça intervienne. On verra aussi si il y a des développements sur le front iranien au cours des prochains jours avec Donald Trump. Et si effectivement c'est le cas, on aura le plaisir de vous solliciter à nouveau pour voir si effectivement la chute ou une éventuelle chute du régime iranien peut avoir un impact sur le Hezbollah et le Hamas. Ce n'est pas sûr du tout. On en reparlera en tout cas. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt Jacques. Merci, à bientôt.